Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour! Dans le précédent podcast, je vous ai présenté les 5 agrégats que sont la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Il est temps de s'interroger sur ce que nous appelons habituellement le moi ou l'identité personnelle. Cette notion nous est familière, notamment dans le monde occidental où l'idée du moi occupe une place centrale. Toutefois, peut-être que cette dernière n'est pas si évidente, car nous sommes-nous vraiment demandé ce que signifient ces mots de moi. Nous disons mon corps, mes sensations, mes perceptions, mes pensées, ma conscience. Mais si l'on cherche un propriétaire stable derrière ces éléments, le trouve-t-on vraiment ? Le corps change, les ressentis changent, les perceptions changent, les formations mentales se modifient. La conscience elle-même change d'objet sans cesse. Ainsi, ce que nous appelons moi correspond peut-être avant tout à une impression de continuité, renforcée par la mémoire et les habitudes de conscience. Mais quoi ? Les 5 agrégats signifient-ils que cette mémoire et ce sentiment de continuité n'existent pas ? Serions-nous dans un rêve permanent, ou peut-être dans la matrice de Matrix ? Pour répondre à cette question fondamentale sur le moi, nous devons comprendre ce que signifie la vacuité. La vacuité est une notion qui indique que les phénomènes n'existent pas par eux-mêmes, de manière autonome, fixe et indépendante. La vacuité ne signifie pas que rien n'existe. C'est souvent une traduction qui est faite avec la notion de vide, mais ici le vide ne représente pas le rien. Il signifie plutôt que les éléments existent de manière conditionnée. Cela signifie qu'aucun phénomène n'existe séparément des causes et des conditions qui le font apparaître. Par exemple, une pensée dépend d'une situation, d'une mémoire, d'un état du corps, de certaines habitudes mentales. Une émotion dépend d'un contexte, d'une perception, d'une histoire personnelle. Même ce que nous appelons « moi » apparaît à travers un ensemble de processus en interaction constante. Dans le bouddhisme zen, la vacuité n'est donc pas un néant. Elle ne nie ni le monde, ni l'expérience, ni la souffrance. Elle remet en question l'idée qu'il existerait, derrière les phénomènes, une substance stable qui les posséderait ou les contrôlerait. Dire qu'un phénomène est vide, dans ce contexte, ce n'est pas dire qu'il n'existe pas. C'est dire qu'il n'existe pas indépendamment des autres phénomènes. Une colère apparaît, mais elle dépend d'un corps, d'une sensation désagréable, d'une perception, d'habitudes mentales et d'une situation particulière. Elle ne constitue pas une essence permanente appelée « moi ». De la même manière, une identité, une opinion ou une émotion peuvent sembler très solides lorsqu'elles sont saisies comme des réalités fixes. Mais lorsqu'on observe attentivement leur apparition, leur transformation et leur disparition, on voit qu'elles dépendent toujours de conditions changeantes. La vacuité ne signifie pas que le monde autour de nous n'existe pas, que la réalité quotidienne n'existe pas. Ça n'est absolument pas ça. La vacuité retire l'idée d'un fond fixe et indépendant derrière les phénomènes. Prenons un exemple tout simple. Une table existe. Mais elle dépend du bois, d'une forme, d'un usage, d'un langage, d'une convention. En fait, il n'y a pas une essence indépendante appelée table, cachée derrière ces conditions. Pour comprendre plus concrètement ce que signifie la vacuité, il est intéressant de passer par un récit du Sutra de l'estrade de Huineng. Dans un monastère, le maître zen demande aux moines d'écrire un poème pour exprimer leur compréhension de l'éveil. Celui dont le poème sera jugé le plus juste recevra la transmission. Un moine très respecté, Shen Xiu, écrit alors ce petit poème. Le corps
est l'arbre de l'éveil. L'esprit est comme un miroir brillant. Il faut constamment l'essuyer et ne pas laisser la poussière s'y déposer. Le maître, en découvrant le poème, dit que le moine qui a écrit cela n'a pas encore réalisé l'éveil. Les autres moines demandent alors s'il faut effacer le poème, et il répond que ceux qui suivront l'enseignement de ce poème progresseront tout de même sur la voie. Il faut donc le laisser afficher. Ruineng, en ayant connaissance du poème de Sheng Xiu, en propose un autre. L'éveil n'a pas d'arbre. Le miroir n'a pas de support. Fondamentalement, il n'y a rien. Où la poussière pourrait-elle se déposer ? Le maître, en lisant ce poème de Ruineng, décide de lui donner la transmission. Le premier poème est profondément cohérent. Il décrit une pratique. L'esprit est comparé à un miroir et les pensées, émotions ou attachements sont comparés à de la poussière. Le travail consiste à maintenir ce miroir propre, à éviter l'accumulation des perturbations. Néanmoins, il y a encore une structure implicite. Un esprit comparé à un miroir sur lequel viennent se déposer des éléments perturbateurs. Même si cette image est utile, elle suppose qu'il existe un support stable, le miroir, qui doit être entretenu. En fait, la compréhension de Shen Xiu montre qu'il est toujours dans le domaine de la dualité. Il oppose corps et esprit pour en faire un tout. C'est une opération intellectuelle qu'il produit. Le second poème, lui, est au-delà de la dualité. Il ne dit pas qu'il n'existe rien du tout. Il ne nie pas l'expérience. Il ne dit pas qu'il n'y a ni pensée, ni émotion, ni monde. Il remet en question la manière dont on les comprend et fait part de l'expérience intérieure de l'unité réalisée. La structure implicite du premier poème est dépassée. Le maître, en lisant ce poème de Ruineng, comprend que Ruineng est entré par l'expérience dans la non-dualité. Le monde de la dualité est celui des catégories, des séparations et des oppositions. C'est celui dans lequel le langage nous enferme. Le monde de la non-dualité n'est pas un monde intellectuel puisque les catégories intellectuelles et le langage sont dépassés. Cette expérience de la non-dualité ne signifie pas que le monde ordinaire disparaît. Les distinctions continuent d'exister dans la vie quotidienne. Mais elles cessent d'être vécues comme des séparations absolues et intangibles. À la lecture du poème de Ruineng, le maître constate que sa compréhension vient bien de l'expérience. Dès lors, il sera lui-même en capacité de transmettre cette expérience. Shen Xiu, lui, est capable de parler de la dualité et de la non-dualité, mais il n'en a pas fait l'expérience. L'éveil n'a pas d'arbre. Le miroir n'a pas de support. Fondamentalement, il n'y a rien. Où la poussière pourrait-elle se déposer ? Quelques mots d'explication pour expliquer ce poème. Dire que le miroir n'a pas de support signifie que ce que l'on appelle l'esprit n'est pas une chose fixe, une surface stable qui existerait indépendamment de ce qui s'y manifeste. Dire que fondamentalement il n'y a rien ne signifie pas qu'il n'y a aucune expérience. Cela signifie qu'il n'y a pas de substance indépendante, pas de support permanent derrière les phénomènes. La poussière, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les attachements, n'est pas quelque chose qui viendrait se déposer sur un soi stable. Elle fait partie d'un processus. Elle apparaît dans des conditions et disparaît lorsque ces conditions changent. Cela ne supprime pas les pensées, cela ne supprime pas les émotions, cela ne supprime pas les difficultés. Mais
cela modifie le rapport que l'on entretient avec elle. Il n'y a plus un miroir qu'il faudrait maintenir parfait. Il y a un ensemble de phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Cette vacuité n'est pas un nihilisme. Elle ne dit pas que rien n'a d'importance. Au contraire, parce que les choses sont conditionnées, elles peuvent changer. Si la colère était une essence, elle serait immuable. Si l'anxiété était un soi profond, il n'y aurait rien à transformer. Mais si la colère, la peur, la honte ou l'attachement sont des phénomènes conditionnés, alors il devient possible de les observer, de les comprendre, de modifier les conditions qui les nourrissent. C'est ici qu'il devient intéressant de comparer les 5 agrégats avec d'autres modèles, non pas pour les confondre et les réunir, mais pour comprendre leurs angles respectifs. La phénoménologie offre un point de comparaison intéressant. Chez Husserl, il ne s'agit pas de découper l'expérience comme le fait la théorie des 5 agrégats. La phénoménologie part plutôt de ce qui apparaît à la conscience. Un son, une douleur, un souvenir, une émotion, une idée. Tout est phénomène, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à une conscience. C'est à ce niveau que la comparaison devient utile. La phénoménologie rappelle que nous n'accédons pas simplement à des choses brutes, indépendantes de toute expérience. Nous rencontrons des phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience. Cela permet de faire un lien avec la vacuité. Ce que nous prenons pour une réalité immédiate est déjà inséparable d'une manière d'apparaître, d'être perçu, reconnu et désigné. Mais la différence avec le bouddhisme reste importante. Dans la phénoménologie, le phénomène est toujours pensé dans son rapport à une conscience à laquelle il apparaît. La conscience reste donc le point de référence de l'analyse. Dans le bouddhisme, et plus précisément dans l'analyse des 5 agrégats, la conscience n'est pas placée hors du champ de l'examen. Elle est elle-même un agrégat. Elle est donc elle aussi conditionnée, impermanente et vide d'existence propre. Mais il est important de comprendre que la phénoménologie ne cherche pas à comprendre l'être humain au sens psychologique. Son objectif est plus large. Elle cherche à interroger la manière dont le monde apparaît à la conscience et la manière dont nous construisons ensuite des notions que nous considérons souvent comme évidentes, comme la vérité, la morale, la justice, l'identité ou même la réalité. Autrement dit, la phénoménologie participe à une forme de désacralisation philosophique. Elle remet en question l'idée selon laquelle ces concepts posséderaient une existence absolue ou indépendante de l'expérience humaine. Mais le bouddhisme poursuit une autre direction. L'analyse des 5 agrégats ne cherche pas à reconstruire la philosophie ou à repenser les fondements de la connaissance. Elle cherche à montrer que ce que nous appelons « moi » est lui-même un phénomène composé, changeant et conditionné. Ainsi, un survol rapide pourrait laisser entendre que la notion du bouddhisme pourrait être placée en concurrence avec la phénoménologie. Toutefois, les finalités de ces deux approches sont fondamentalement différentes et ne s'opposent pas vraiment. Elles sont complémentaires car elles ne se placent pas au même niveau. La comparaison avec Freud est également intéressante car Freud remet lui aussi en question l'idée d'un moi totalement transparent à lui-même. Pour Freud, une partie importante de notre vie psychique échappe à la conscience claire. Nos réactions, nos peurs, certains désirs ou certains comportements peuvent être influencés par des éléments dont nous n'avons pas immédiatement conscience. C'est ce qu'il désigne par le terme inconscient. Freud montre ainsi que le « moi » n'est pas aussi stable et rationnel qu'on peut le croire. Une personne peut penser agir librement alors qu'elle est en partie guidée par des conflits intérieurs, des habitudes psychiques anciennes ou des mécanismes de défense. Le refoulement, par exemple, désigne le fait que certains contenus psychiques sont maintenus à distance de la conscience parce qu'ils sont jugés inacceptables ou trop douloureux. Prenons un exemple simple. Une personne souhaite prendre la parole dans une réunion, mais au moment de parler, elle se censure. Elle expliquera peut-être ensuite « ce n'était pas le bon moment ». Pourtant, quelque chose de plus profond a pu intervenir. La peur du jugement,
la peur de l'erreur, le désir contradictoire d'être reconnu, mais de rester protégé. Freud cherche alors à comprendre l'histoire de ce conflit psychique, la manière dont il s'est construit et les mécanismes inconscients qui le maintiennent. L'analyse par les 5 agrégats va adopter une autre approche. Elle observe directement ce qui se produit dans l'expérience présente. La tension du corps, le ressenti désagréable, la perception du groupe comme menaçant, les formations mentales d'évitement ou d'autocritique, la conscience qui est absorbée par le scénario d'échec. Les deux approches ne s'excluent pas. Freud éclaire les conflits psychiques et leur histoire. Les 5 agrégats analysent plus directement la manière dont l'expérience se compose dans l'instant. La différence de finalité est importante. Freud cherche à comprendre les mécanismes du psychisme afin de permettre au sujet de mieux vivre avec ses conflits, ses pulsions et son histoire. Le bouddhisme, lui, ne cherche pas à renforcer ou à stabiliser le moi. Il interroge au contraire la tendance à considérer ce moi comme une réalité autonome et permanente. Même les pulsions, les peurs, les habitudes ou les mécanismes psychiques ne sont pas vus comme des structures fixes. Ils apparaissent, se transforment et disparaissent selon les conditions. Dans l'analyse des 5 agrégats, ces phénomènes appartiennent au flux des formations mentales. Ils ne sont ni condamnés moralement, ni considérés comme une essence profonde de l'individu. C'est également pour cette raison que le bouddhisme zen apparaît souvent comme une pensée amorale, même si le terme doit être compris avec prudence. Il ne s'agit pas de nier les conséquences des actes, mais de ne pas transformer les phénomènes psychiques en catégories absolues de bien ou de mal inscrites dans une nature fixe du sujet. Jung, maintenant, propose une autre cartographie. Il part de la psychanalyse, mais s'en éloigne sur plusieurs points. Chez Jung, la psyché ne se réduit pas au conflit pulsionnel. Elle est aussi traversée par des images, des symboles, des figures profondes. Un archétype, chez Jung, désigne une forme symbolique fondamentale, une structure de l'imaginaire humain qui peut prendre des formes différentes selon les cultures. La mère, le vieux sage, le héros, l'enfant, l'ombre, par exemple. La persona, chez Jung, désigne le masque social. Ce n'est pas forcément quelque chose de faux. Nous avons besoin d'une persona pour vivre en société. Un professeur, un avocat, un moine, un artiste adoptent nécessairement certaines formes de présentation. Le problème apparaît lorsque la personne s'identifie totalement à ce masque. L'ombre désigne ce que le moi conscient ne reconnaît pas comme sien. Cela peut être de l'agressivité, de la jalousie, de la dépendance, de la vulnérabilité, du désir, mais aussi parfois des forces positives que la personne n'ose pas intégrer. Ce qui est rejeté ne disparaît pas. Il revient souvent sous des formes indirectes. Prenons un exemple. Une personne se pense profondément bienveillante. Elle refuse de reconnaître sa propre agressivité. Cette agressivité peut alors ressortir sous forme de sarcasme, de jugement moral ou de rigidité intellectuelle. Jung dirait que l'ombre se manifeste. Une lecture par les agrégats dira que la personne a solidifié une perception d'elle-même. Je suis bienveillante. Tout ressenti ou toute formation mentale incompatible avec cette image est rejetée. Jung et le bouddhisme peuvent donc dialoguer. Tous deux montrent que l'image consciente de soi est insuffisante. Mais leurs finalités divergent. Jung vise un processus d'individuation, c'est-à-dire une intégration progressive des différentes dimensions de la psyché autour d'une totalité plus vaste qu'il appelle le soi. Le bouddhisme, au contraire, se méfie de toute tendance à transformer une totalité psychique en essence. Il ne s'agit pas de découvrir un vrai soi profond, mais de voir que tous les phénomènes psychiques, même les plus subtils, sont conditionnés, impermanents et vides d'existence propre. La théorie de Jung permet également de comprendre un point important concernant la non-dualité dans le bouddhisme zen. La vie quotidienne continue de fonctionner à travers des rôles, des identités, des catégories et des formes sociales. Nous devons parler, enseigner, travailler, décider, assumer certaines responsabilités.
et la persona fait partie de cette réalité ordinaire. Le problème n'est donc pas l'existence de ces formes. Le problème apparaît lorsque nous les considérons comme des identités absolues. Une personne peut devenir prisonnière de son rôle social, de son image morale, de son statut ou de la représentation qu'elle se fait d'elle-même. La non-dualité ne consiste pas à supprimer toutes les distinctions de la vie quotidienne. Elle consiste à cesser de les vivre comme des réalités fixes et séparées. De ce point de vue, Jung montre lui aussi combien la personnalité dépend d'un contexte culturel, symbolique et relationnel. Et cette dépendance aux conditions rejoint directement la notion bouddhique de vacuité. À travers ces différentes comparaisons, il devient possible de mieux comprendre ce qui distingue réellement la théorie des 5 agrégats. La phénoménologie interroge la manière dont le monde apparaît à la conscience. Freud cherche à comprendre les mécanismes du psychisme et les conflits qui traversent le sujet. Jung met en lumière les structures symboliques, culturelles et relationnelles qui participent à la construction de l'identité. Toutes ces approches montrent que ce que nous appelons habituellement le moi n'est pas aussi simple, stable ou transparent qu'il peut le sembler. Mais les 5 agrégats poursuivent une autre direction. Ils ne cherchent pas seulement à décrire le fonctionnement de l'esprit, à reconstruire les fondements de la philosophie ou à mieux équilibrer le psychisme. Ils cherchent à montrer que ce que nous appelons moi est lui-même un ensemble de phénomènes conditionnés, changeants et interdépendants. Le point central n'est donc pas de découvrir une identité plus profonde ou plus authentique. Il est de voir que cette impression d'unité stable repose elle-même sur un ensemble de processus en mouvement constant. La vacuité ne retire pas l'expérience humaine. Elle retire l'idée qu'il existerait derrière cette expérience une substance fixe qui la posséderait ou la contrôlerait. Le corps existe, les émotions existent, les pensées existent, les conflits psychiques existent, les rôles sociaux existent. Mais aucun de ces phénomènes n'existe de manière totalement autonome, indépendante et permanente. Et c'est précisément cette compréhension qui ouvre la possibilité d'un autre rapport à soi, aux autres et au monde. Cette seconde partie sur les 5 agrégats se termine. Nous poursuivrons dans un autre épisode sur une synthèse de cette notion en montrant pourquoi elle est toujours actuelle et vivante, ainsi que son lien avec Zazen. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Ce podcast n'a de sens que parce que vous êtes présents. Merci également pour vos encouragements et vos questions. Toutes ces interactions me permettent de nourrir ma réflexion et de l'explorer sous de nouveaux angles. N'hésitez pas à me contacter par email zendo-sans-mur@gmail.com ou par message via la page Facebook ou le compte Instagram. Continuez à partager le podcast et à en parler autour de vous. Cela permet de mettre en avant le fait que ces enseignements sont vivants et à les rendre accessibles aujourd'hui. À bientôt.